Côte d'Ivoire, effacement des Bidjans du territoire national. À qui profite le crime? Nous nous interrogeons encore ce matin. Madame, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. Mesdames, Messieurs, depuis des siècles, le peuple bidjan, autochtone de la capitale économique ivoirienne, Abidjan, vivait en harmonie sur ses terres selon les us et coutumes de la tradition ancestrale. Mais depuis 2011, les Bidjans sont spoliés et leurs terres vendues aux plus offrants. Les Bidjans aujourd'hui n'ont plus de terres et leur tradition en est, on peut le dire, en désuétude parce que n'ayant plus de repères. Le chef est le roi de ce peuple qui s'est levé à maintes reprises pour réclamer les droits de son peuple, est traqué comme un animal par le gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara. En exil, il est rattrapé par les complices de l'homme fort du côté de la Côte d'Ivoire qui ne ménage aucun effort pour écarter ses adversaires. Le chef qui est aujourd'hui en exil est menacé de mort. Sa famille menacée, ses affaires, sa maison et même son travail sont sens dessous, juste parce qu'il réclame justice pour son peuple et surtout pour ses terres. Les terres de ses ancêtres sont vendues aux Occidentaux, que dis-je, aux Français et aux amis de Ouattara qui ont fait d'Abidjan une ville privée n'appartenant plus aux Ivoiriens mais aux étrangers. Est-ce ainsi que sur le continent noir, on traite les peuples millénaires qui disparaissent sous le fallacieux prétexte du développement urbain? Jusqu'où ira Alassane Dramane Ouattara dans sa longue marche pour satisfaire ses maîtres et ses beaux-parents au détriment des citoyens ivoiriens et du peuple bidjan qui réclame juste sa terre? Combien de terres spoliées, vendues, combien de têtes coupées, de familles dispersées et des menaces de mort qui planent sur plusieurs? À qui profite ce crime à ciel ouvert du côté d'Abidjan? Voilà pourquoi nous nous interrogeons. Côte d'Ivoire, effacement des Bidjans du territoire, à qui profite le crime? Telle est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes encore cet après-midi avec le président Badakani. Président Badakani, bon après-midi, bienvenue à vous. Merci, Jocelyn Gauss. Vous savez que je suis toujours très heureux quand je vous retrouve. Et ces retrouvailles sont toujours une façon de célébrer le moment pionnier. Exact. De cette grande croisade néo-panafricaniste qui a bientôt être âgé de 13 ans. 13 ans, précis. C'est important de rappeler ça. Oui. Je voulais saluer Gilles. Je te dis non, bon, aucun problème. Voilà, j'écoute. Si tu es de là, il n'y a pas d'émission. Donc, et du coup, nous, votre téléspectateur, il n'aura absolument rien. Et puis c'est grave. Et c'est très grave. Et c'est un peu dur contre moi. Nous saluons Gilles. Nous saluons la communauté des web téléspectateurs, la communauté des abonnés. Oui. Et je salue particulièrement tous ceux qui sont sensibles à vos appels, à contribution. Oui. Soutenir le combat. Oui. Je les salue tous. Ils ont des encouragements. Donc, merci de me voir. Très heureux de vous avoir, un président Badakani, c'est toujours un honneur de vous avoir. On se rappelle encore des moments premiers lorsque nous démarrions justement ce combat. Et comme nous le disait d'ailleurs le Père Céleste, le vrai Dieu, il nous disait ne négligez pas les faibles commencements. Les petits commencements. Oui. C'est très important. Très important. Les petites choses ne sont que les petites choses. Les petits commencements sont la véritable fondation de toute initiative de toute entreprise. Et je pense que nous tenons bon jusqu'à preuve du contraire. Malgré les censures, malgré les problèmes avec ce que vous connaissez. La guerre est contre le néo-panafricanisme par les puissances occidentales, en général, et particulièrement la France. Malgré dans cette guerre, qui a une dimension numérique essentielle, c'est ça la censure. Exact. Dans les réseaux sociaux, on diminue les vues, etc. Par exemple, on monte les vues des autres, etc. Mais tout ça nous fait rire parce que pas parler le monde avec les mains. Pas du tout. Ce qui est fait est déjà fait. C'est clair. Président Badakani, nous sommes ce matin en Côte d'Ivoire et nous parlons justement d'un peuple qui nous est cher, les Bidjans. Ce sont les autochtones de la capitale économique ivoirienne, Abidjan. Ils sont là depuis des millénaires, mais depuis plusieurs années aujourd'hui, ce peuple est en train de souffrir, il disparaît, ses terres sont vendues. Et d'ailleurs aujourd'hui, le chef qui se retrouve en exil à cause d'Alassane Dramane Ouattara, là-bas aussi, il est traqué comme un animal, poursuivi, sa tête finalement est mise à prix. Oui, d'abord il faudra rapidement dire en quoi ce sujet
s'inscrit dans la cohérence du combat panafricaniste. Parce qu'on peut croire que Maï parle de quoi. On est habitué à parler de géopolitique. Exactement. Mais nous sommes là dans la géopolitique. Parce qu'il n'y a pas de véritable géopolitique panafricaniste digne de son nom. Si celle-ci ne s'enracine pas dans les enjeux de l'autochtonie, au sens des peuples autochtones africains. Le panafricanisme sera un peu déraciné s'il ne prend pas en charge sérieusement la question des peuples autochtones africains. Exactement. C'est-à-dire des vieux peuples qui ont précédé, qui ont vu venir les colons, qui ont résisté aux colons et qui ont beaucoup à nous dire. Le panafricanisme, ce n'est pas seulement la grande révolution haïtienne. Oui. Elle est l'événement contemporain fondateur du panafricanisme, certes. Mais cette révolution-là, contemporaine, cette grande révolution haïtienne, ce n'est pas, comment dire ça, va tomber comme un cheveu du ciel si on ne la réconcilie pas avec toutes les révolutions, les résistances autochtones, des peuples autochtones, contre l'esclavage, contre la colonisation, oui. En particulier la colonisation française. C'est important de rappeler que, par exemple, le conflit ivoirien n'est pas compréhensible sans comprendre la question des Bidjans. Et à travers la question Bidjan, nous prenons en charge la question de tous les peuples autochtones africains. Africains. Oui. Tous les peuples autochtones africains, y compris même du monde. Parce que l'enjeu des peuples autochtones permet de bien comprendre la violence du capitalisme, la violence de l'impérialisme et sa cruauté, son côté extrêmement criminel, génocidaire. C'est à travers l'histoire des peuples autochtones, des peuples qui sont en voie de disparition, qui sont en voie de suivi, que vous allez comprendre véritablement le cœur, au fond, de la géopolitique et du panafricanisme. Donc, je rassure ceux qui nous écoutent, nous sommes dans le sujet. Et d'ailleurs, c'est pas la première fois qu'on parle de ce sujet. Comme c'est le problème de au Cameroun, dans tous les pays africains, en Amérique, partout. En Australie, les aborigènes. Oui. La question de nos frères et sœurs des Antilles, des Caraïbes, qui subissent une politique d'extermination de la part de l'État français. Tout ça, c'est important à souligner. Donc, le cas Bidjan, il est simple. D'abord, de qui on parle aujourd'hui, c'est M. Aouré Salomon. Aouré Salomon, qui s'appelle aussi M. Aouré Outoua. Il est prince Bidjan. Il est l'arrière-fils du grand chef suprême militaire de Bidjan, Goli Akandro. C'est un guerrier mythique. Quand Côte d'Ivoire parle de ce type-là, ça tremble. Oui. Parce que les Bidjans sont connus comme un peuple extrêmement puissant, extrêmement guerrier. Et le grand-père d'Aouré, le grand-père Goli Akandro, était le chef militaire suprême. C'est lui qui va dire non au projet français de spoliation et de confiscation et d'expropriation, n'est-ce pas, des terres Bidjan. Donc, il est depuis 2005, Aouré Salomon a été mandaté. Il n'est pas le chef Bidjan. Il est prince Bidjan. Oui, il est prince Bidjan, c'est important. Il a été mandaté justement par le peuple Bidjan pour défendre leur cause en Europe et dans le monde. Donc, il a fait beaucoup de campagne là-dedans. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit très rapidement? Il a reçu le mandat pour plaider la cause Bidjan au niveau international. Comment faire ça? On va donner le contenu au niveau international. Et il a, dès 2009 déjà, il reçoit les menaces d'un chef de parti politique libéral au Luxembourg, son pays d'accueil, qui le met en garde de ne pas salir la réputation de M. Ouattara. Parce que M. Ouattara est dans une grande alliance libérale mondiale et entre eux les libéraux, ils doivent se protéger, se soutenir. S'il persiste, il aura des représailles professionnelles, financières, etc. Ça, on est en 2009. Son conseiller bancaire, à la suite, va l'appeler et lui dire que les autorités politiques ont donné des consignes pour qu'il ne reçoive pas de prêt bancaire, pour lui fermer la porte des banques, car il a une menace sur les intérêts des multinationales occidentales, pour les investisseurs comme M. Bolloré, Bouygues, Suez, Orange, qu'il pénalise les actionnaires belgo-luxembourgeois en Côte d'Ivoire. Vous voyez la cohorte, la grande alliance
gouvernement d'alliance, qui est au cœur du problème d'Abidjan. Vous voyez là, tout ce sont les amis de M. Ouattara. Ouattara est le gestionnaire de cette galaxie de financiers, oui, de brigands, de prédateurs. Vous connaissez le rôle que joue le Luxembourg, c'est un paradis fiscal. Exactement. Donc, le Luxembourg, en tant que paradis fiscal, est au cœur de la protection, de la centralisation, n'est-ce pas, des richesses qui sont pillées dans les pays africains, entre autres. Donc, on a pu d'acheter les armes pour financer la rébellion à Abidjan. Donc, la rébellion d'Abidjan. Pour financer les armes. C'est comme si tu peux te lever le matin et tu as accès aux armes comme ça. Donc, quelqu'un qui veut faire la rébellion, il va se mettre au Luxembourg. Il dit que ça fait rire, quoi. Donc, après, dans les publications dans le journal La Lettre du Continent, par Antoine Glaser, le numéro 00336 80 57 46 86, parce qu'il faut que nous prononçons des choses précises. Oui. Et Frédéric Légal, 03366 24 54 05 44, qui ont dénoncé le braquage du bâtiment Abidjan par Bolloré, par Buick, etc., par le roi du Maroc. Oui. Le commandeur Le Croyant. C'est pas? Donc, la banque Crédit Mutuel de Longway, là on est à Paris, oui. Là on est en France, a pris comme prétexte que M. Aouré a 2 mois de loyer payé avec l'État. Pour cette raison, on décide d'annuler son prêt bancaire de 140 000 € pour l'achat de son appartement, dont le remboursement mensuel de Slingos était de 750 € par mois. Et le gars payait depuis novembre 2008 jusqu'au mois de 2017. Donc, dès que le problème Abidjan commence à apparaître dans les médias, et que les gens comme Antoine Glaser, public, après l'avoir enquêté, parce qu'il n'a pas d'argent pour les acheter, oui. Regardez bien la machine se met à marche. La banque Crédit Mutuel invente une prétexte de 2 mois de loyer, et un payé, pour annuler un prêt qu'on a consenti de 140 000 €. Oui. Pour son appartement, qui est déjà sa propriété. Bien comprendre. Puisqu'il paye, n'est-ce pas, le loyer du prêt à hauteur de 750 € chaque mois. Depuis 2008 jusqu'en 2017. Donc, imaginez, si vous partez de 2008. En 2017, ça fait presque 10 ans. 10 ans. Oui. A dit que le gars, il a payé régulièrement. Il a, n'est-ce pas, un retard de 2 mois de loyer. Donc, devant donc cette menace, il contacte la Banque de France, qui lui demande de déposer l'affaire devant la commission de l'endettement des particuliers à la Banque de France. La Banque de France, on lui conseille ça. Et, écoutez bien, la Banque Crédit Mutuel est déboutée par le juge du tribunal de grande instance de Briey. Oui. Ils sont déboutés. Malgré cela, donc, elle entame notre procédure judiciaire contre M. Salomon Aouré. Et en prétextant qu'il avait d'autres créances. Pour cette raison, donc, on lui a exigé de payer la totalité de son prêt, qui expire en 2033. Je ne sais pas si vous comprenez. Un prêt expire en 2033. Oui. On te demande que tu rembourses le prêt immédiatement. Pourquoi? La cause Abidjan. Parce qu'il a, en vertu du mandat que son peuple lui a donné, il a fait la promotion de la cause Abidjan en Europe, croyant qu'il est en démocratie. Croyant que c'est le pays des droits de l'homme, qu'il est sur la terre des droits de l'homme. Il va déchanter sérieusement. Alors, d'office, la banque recrute un barbouche qui est huissier de justice à Longway. Ce dernier, non, on dit que sa couverture professionnelle, c'est huissier, mais c'est un barbouche. Ce dernier est chargé de cambrioler sa maison pendant son absence. Sa maison sera cambriolée. Et on va donc chercher les papiers, commencer à détruire les preuves. On cambriole ta maison à ton absence pour accéder à des preuves et les détruire. Plusieurs fois, donc, il a porté plainte contre le commissariat de police. L'affaire a toujours été classée par le procureur de la République de Nancy. Toutes les plaintes qu'il dépose sont classées par le procureur de Nancy. L'état de droit, dépendant de la justice, qui est censé protéger tous les citoyens.
Madame Koya, l'assistante sociale, a été sérieusement menacée parce que l'assistante sociale, elle a monté le dossier au nom de la famille Aouré, d'après la loi française. On va la menacer pour qu'elle se dessaisisse de son dossier. Pour des menaces sérieuses. Tous les cabinets d'avocats de Longway ont refusé de prendre son dossier en charge pour le défendre contre la banque de crédit mutuel. Vous voyez la mafia, comment elle se met en mouvement. Vous voyez comment les structures officielles de l'État, le système officiel de l'État, un système apparemment démocratique, d'après la propagande occidentale, où la justice est libre, etc. Vous voyez comment, dès que vous touchez les intérêts fondamentaux du système, à savoir le système de prédation internationale, de pillage, le système de couvre son vrai visage. Les avocats refusent vos dossiers. Vous allez au tribunal, c'est classé sans suite. L'assistance sociale, qui légalement doit vous assister, est menacée. Et ils arrêtent de collaborer avec vous, mon cher Joseph. Donc, ils ont vendu sa maison à la fin à 85 000 €. On a vendu sa maison. Et la banque Crédit Mutuel a eu l'accord de sous-préfet qui a demandé le concours de la police nationale. Et on l'a expulsé, lui et sa famille de Saint-Vincent. C'est comme ça qu'ils se retrouvent au Luxembourg. La banque, donc, après son expulsion, envoie plusieurs lettres recommandées à l'adresse, n'est-ce pas, alors qu'elle savait que le gars avait déjà été expulsé de la maison depuis le 17 septembre 2017. On envoie des lettres, sachant qu'il n'est plus là. Et on le fait donc condamner. Et on lance un mandat d'arrêt, un mandat exécutoire européen dans toute l'Europe pour le forcer à payer dans la somme de 75 000 € supplémentaires. C'est bien. On vend sa maison, on cambriole sa maison pour lui faire disparaître les preuves, mais il les a encore. D'accord? Oui. Le paiement de loyer expirait en 2033. On l'oblige de payer immédiatement ça. Là, je place en 2017. Les gosses. Il ne peut pas le faire. On vend sa maison. À 85 000 €, on lui demande de payer le restant. À savoir 75 000 € supplémentaires. Malgré ces protestations, la justice bourgeoise l'a condamné à payer les 75 000 € en faisant la saisie sur son salaire chaque mois d'un montant qui varie entre 700 € à 900 €. Donc, ce monsieur-là, actuellement au Luxembourg, c'est un gosse. Son salaire est amputé tous les mois. Et l'amputation varie souvent, entre 700 et 900 €. 900 €. Quand vous regardez le coût de vie au Luxembourg, rien que le coût de la maison. Quand vous regardez le travail que ce monsieur fait pour des raisons de privé, nous allons pas exploiter son métier ici, ce qu'il fait, on l'asphyxie. C'est-à-dire, on veut l'empêcher de vivre. Et on lui dit tous les jours que ça ne vous plaît pas, quittez le Luxembourg. Tout ça pourquoi? Pour des raisons que je viens de vous citer. La cause de Bidjan. Rapidement, nous présentons rapidement cette cause de Bidjan, mon cher Joseph. Parce que les gens, on va résumer ça en des termes, pour que tout le monde puisse comprendre. Tout le monde puisse comprendre rapidement de quoi est-ce qu'il est question. L'homme n'est rien sans son bord, que les gens nous excusent. Alors, voici ce que les Bidjans disent de leur situation. On va résumer. Depuis 1993, nous avons été spoliés de la totalité de notre patrimoine foncier à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Nous n'avons plus de terre pour faire des cultures immobilières. Nous n'avons plus d'eau, lagunes, lacs, mer pour pêcher. Nos anciens n'ont pas accès aux soins médicaux. Nos mères ont moins d'1 € par jour pour nourrir leurs enfants. Nos jeunes gens manquent d'éducation et de formation. Et nous mangeons une seule fois par jour, malgré les richesses naturelles de notre sol. C'est pourquoi nous mourons de maladies, de soif et de faim. L'État ivoirien nous traite de citoyens de seconde catégorie. Nous, tribu Bidjan, autochtones et dépositaires de la quasi-totalité du patrimoine foncier d'Abidjan. Je répète, oui. Nous, tribu Bidjan, autochtones et dépositaires de la quasi-totalité du patrimoine foncier d'Abidjan, capitale économique de Côte d'Ivoire. Nous sommes donc réduits à être exterminés par les politiques de l'État ivoirien.
On nous dénie notre droit inaliénable à vivre comme les autres humains sur notre terre ancestrale. On nous étouffe politiquement, économiquement et socialement. Bidjan est devenu, les Bidjans sont devenus une tribu sans terre, sans eau et sans aucune perspective d'avenir. Étrangers sur notre propre terre, parqués dans les villages bidonvilles, comparés à des réserves indiennes. C'est là où je vais arriver. Le patrimoine foncier des Bidjans rapporte plus de 1500 milliards de francs CFA à M. Bolloré, à M. Bouy, à l'État de Côte d'Ivoire. Mais la tribu ne reçoit aucun franc CFA de l'État. Quand les Français arrivent de Lagos, ce qu'on a en 1845, dans cette région-là qu'aujourd'hui on appelle le Port-Ouest, ils trouvent qui? Le peuple Bidjan. Parce que quand on parle de notre peuple autochtone, il faut qu'on donne des références, oui, qui sont incontestables. Et ce que je vous dis là, c'est des textes, des documents français le disent. Lorsqu'ils arrivent, ils trouvent ce peuple-là, vous connaissez leur politique, ils divisent pour mieux régner, ils découvrent que c'est une région extrêmement stratégique au bord de mer. Et avec un prolongement, c'est-à-dire que extraordinaire en termes d'île, l'île Boulay, oui, je crois qu'on est à 2600 hectares, 2600 hectares l'île Boulay. Vous avez, on appelle tout le cordon littoral, la lagune, tout le cordon lagunaire littoral, la lagune ébriée, oui, 18 000 hectares de Sénégal. Vous êtes là au cœur du patrimoine sur lequel les autorités ivoiriennes qui travaillent pour le compte de Bolloré, de Bouygues, de cette mafia financière internationale, des actionnaires luxembourgeois, etc., sur lesquels ils sont assis. Le roi du Maroc, qui a aidé M. Ouattara pour le pouvoir, et qui a des grands projets touristiques, d'investissement touristique, de viabilisation de l'île Boulay, qui est au cœur de la politique touristique à Côte d'Ivoire. Parce que la lettre de noblesse touristique à Côte d'Ivoire dépend justement de l'île Boulay et de ce cordon labulaire, oui, qui est sur le littoral. Donc, le malheur de ce peuple-là vient de là. Ils sont les dépositaires de tout le patrimoine foncier de la ville d'Abidjan. C'est pas, il faut que vous comprenez le caractère scandaleux des enjeux qu'il y a là en termes de richesse. Et, Justin Gauss, près de 80% des recettes fiscales de la Côte d'Ivoire viennent d'Abidjan. Abidjan, c'est une ville aujourd'hui qui compte bientôt 15 millions d'habitants. 15 millions d'habitants. Oui. C'est le cœur de la Côte d'Ivoire. Et ce cœur de la Côte d'Ivoire a pour ville, a pour autochtone le peuple Abidjan. Tous les présidents de la Côte d'Ivoire ont toujours, pour gouverner, ils sont allés chercher l'onction d'Abidjan. Oui. Je dis bien, tous les présidents de la Côte d'Ivoire, y compris Laurent Gbagbo, tout le président Gbagbo, tous sont allés chercher l'onction d'Abidjan. Mais une fois arrivés au pouvoir, ils les ont tout donné. D'ailleurs, quand le président Gbagbo est rentré, il allait les visiter. Et je préfère demander aux gens d'aller suivre sur Internet ce que le président Gbagbo a dit concernant les pays Abidjan. Donc, vous faites le plan de français s'est enrichi en pillant le patrimoine Bidjan. C'est le pillage du patrimoine Bidjan qui a fait de M. Fulbani dans le prodige de la Côte d'Ivoire. Alors, évidemment, les Français ayant tout pris, cherchent les nègres de maison qui mettent devant pour servir de masque. Pareil, après Bédier. Le président Gbagbo n'a pas pu régler le problème. Au contraire, il a même voulu à un moment donné même valoriser justement les sites là, les sites lagunaires, l'île Boulay, oui, le cordon du littoral, lagunaire. Il a voulu valoriser ça en raccordant même ça à Yopougon. C'est-à-dire que, quand vous voyez, il a voulu raccorder ça à Yopougon, le village Yopougon, qui à l'époque était l'un de ses bastions politiques. Mais les Yopougon, connaissant très bien les Bidjans, ont préféré ne pas jouer ce jeu. Le président va reculer parce que les Bidjans, c'est près de 50 000 à 500 000. Et tous les tribus à Côte d'Ivoire connaissent qui sont les réputation des Bidjans. Donc le projet n'a pas pu aboutir. Mais Ouattara est revenu, vous le connaissez, lui donc alors, c'est lui donc il a vendu ça, il brade ça à Bolloré, il brade ça au roi du Maroc, il prend ça par lui-même, il brade ça.
Et ils sont dans des projets pharaoniques de mise en valeur de l'île Boulay, de tout le cordon lagunaire, pour en faire, vous imaginez, entre guillemets, un paradis écotouristique. Oui. Mais tout ça, les Bidjans ne sont associés ni de près, ni de loin. Tout ce qu'on sert aux Bidjans, c'est cette politique d'asphyxie que je suis en train de vous dire, qui fait que les Bidjans n'ont pas le mot à dire. Quand je parle des Bidjans, je parle de même toutes les tribus qui sont liées à ça, parce que je peux dire au moins 57 tribus. Les Bidjans sont particuliers, il y a au moins 57 tribus. Je pense que si je me trompe, on les appelle les Tchamans. L'ensemble est formé par les Tchamans. Donc, toutes ces tribus-là, et particulièrement les Bidjans, sont complètement, on dit ça, c'est-à-dire qu'ils n'existent pas. On les a effacés. Mais évidemment, de temps en temps, on l'amasse on met devant pour dire que maintenant, M. Ouattara, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis dans son gouvernement, je crois, un ou deux Bidjans, des pacotis, évidemment, pour faire le nègre des services. On va les bourrer d'argent. C'est-à-dire qu'on paye 100 milliards, on va faire à qui on donne 1 milliard. Et il parle à votre nom. Donc, les Bidjans sont représentés au gouvernement. Alors que lui, son traitement ministériel, c'est-à-dire, on ne peut même pas chiffrer ça par rapport à l'immensité de l'héritage qu'on paye, n'est-ce pas, sans associer les Bidjans, sur leur terre ancestrale. La question est celle-ci. Tous ces présidents ivoiriens-là profitent à cette confiance dans leur village. S'ils étaient Bidjans, ils auraient accepté ça. Donc, je voudrais vous rappeler que la plupart des hauts gradés militaires en Côte d'Ivoire sont des Bidjans. Parce qu'on connaît leur intrépidité dans le combat et leur sens de la loyauté et de l'honneur. Ils sont connus en Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez donc que il faut insister dessus pour ajouter les choses. Parce que nous ne pouvons pas être en train de dénoncer l'ensemble des justices historiques que nous avons subies et faire pareil, c'est nos frères. La question des Bidjans, comme la question de tous les peuples autochtones, tout à l'heure je voulais parler de ça, pose le problème du rapport du nègre, du noir au noir. Le rapport de la maltraitance que nous, noirs, sommes en vie d'infliger à nos propres frères. Tout ça sur l'arbitrage d'un blanc. C'est une question essentielle. Comment allons-nous continuer, comment on peut se mettre à revendiquer, de faire des revendications, à dénoncer l'ensemble de ce que nous subissons, alors que nous-mêmes, quand l'occasion nous est donnée, nous sommes prêts à maltraiter sérieusement nos propres frères pour faire plaisir aux blancs. Ou bien qu'on revient à la question fondamentale du problème noir, du problème des noirs. Ce rapport à nous-mêmes, qui est terrible. Chaque fois, le blanc a toujours l'occasion, chaque fois, d'être dans une alliance profonde avec certains nègres pour maltraiter leurs frères. Et à la fin, on ne voit jamais le blanc. On verra toujours le noir. C'est un problème fondamental. Et il faut traiter ces questions. C'est pour ça que j'ai voulu aujourd'hui qu'on fasse cette affaire. Pour prendre le cas des Bidjans comme un cas symbolique, mais qui pose le problème de tous les peuples autochtones. Vous allez en Mauritanie, vous avez ce problème. En Mauritanie, c'est pas réglé. Le problème des Noirs, des Arabes, entre guillemets, Noirs en Mauritanie, est un problème majeur. Oui, encore aujourd'hui. Les Mauritaniens sont allés jusqu'à faire l'alliance avec les Palestiniens, tout à l'heure, le bienvenue celui qui sont là, je crois, les Palestiniens, pour avoir des techniques pour maltraiter les nègres. En Mauritanie, dans tous les pays africains, vous avez ça. Au Cameroun, il y a la question des savoirs, la question des terres des autochtones, spoliées par le colon français, qui s'est assuré de distribuer un peu en créant soi-disant des villes. Il s'arrangeait toujours à importer, n'est-ce pas, d'autres Camerounais pour venir les aider à faire la sale besogne. Comme c'est pas ton village, allez, tu payes, tu te mets maintenant, tu payes. Et à la fois, on commence à dire que non, c'est une ville, c'est un statut spécial, il n'y a pas le topo ici. Ce sont des problèmes. Et le blanc joue là-dessus souvent pour nous désunir, pour nous diviser. Et apparaît toujours comme le dernier, le recours qui vient de régler le problème. C'est pratiquement dans tous les pays africains. Après, vous avez dit que le sujet des Bidjans est fondamentalement panafricaniste. C'est-à-dire que comment peut expliquer Jocelyn Goss que l'essentiel de la richesse d'un pays vient d'une partie du territoire. Mais les originaires de cette partie du territoire n'ont accès à aucun franc dans le partage de richesses concernant qui pourtant est généré par leur patrimoine foncier.
Vous avez un peuple de pêcheurs historiquement, un peuple de grands cultivateurs vivriers. Mais aujourd'hui, toutes les plantations, par exemple le sud, je prends le cacao, EVA, palmier à huile, cocotier, etc., ont remplacé toute la culture vivrière des Bidjan. Je dis toute la culture vivrière. Ils étaient des pêcheurs, pratiquement, ils n'existent plus. La ville, l'extension d'Abidjan et l'urbanisation a éteint leur mode de vie. Vous voyez pourquoi ils vous disent qu'ils ne sont plus rien. Vous voyez? Maintenant, on les offre quoi? Rien. Et dans les hautes fonctions, vous les voyez pas dedans. Y compris les sociétés d'État qui sont sur leur patrimoine foncier, sur leur terre. Rien. Ne n'occupent pas de fonctions, rien. Au Sénégal, pas de bourse pour les enfants Abidjan, etc. Ils deviennent quoi? Mais c'est de l'apartheid, au Sénégal. C'est de l'apartheid. Le comportement des États néocoloniaux face aux populations autochtones relève de l'apartheid du Sénégal. Or, nous avons combattu l'apartheid de toute notre force et c'était normal. Mais qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on a fini avec l'apartheid blanc-noir, entre nous, on n'arrive pas à régler ce genre de problème. C'est un problème, c'est profond, Jocelyn. C'est profond. On n'arrive pas à régler ce genre de problème. Et ça, comment expliquer qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'il faut une comparaison, un parallèle avec les Indiens. Ce n'est pas, ils n'exagèrent pas. Parce que moi et vous, nous dénonçons le génocide des Indiens, tous les jours. Qu'est-ce qui se passe là? C'était quoi le Far West? Les Européens sont arrivés dans un endroit qui ne leur appartient pas. Ils se sont mis à chasser. L'Indien a été réduit à un gibier de chasse. C'est le Far West. Et la chasse à l'Indien pour arracher les terres. Ce sont ces terres-là qui ont fait de l'Amérique ce que l'Amérique est aujourd'hui, en plus du travail de nos frères noirs. Les Bidjan, exactement, c'est ça. C'est ça. Extermination progressive. Liquidation de leur mode de vie. Destruction des modes de vie autochtones de Sénégal. Et donc maintenant, vous parlez de la protection de l'environnement. Vous voulez protéger l'environnement comment? Quand vous liquidez les peuples autochtones, qui ont des relations profondes avec les côtes, avec les forêts, avec les mers. Comment allez-vous protéger l'environnement quand vous ne connaissez pas respecter les peuples autochtones? Qui, elles, sont justement autochtones parce que il y a une mystique naturelle entre eux et les territoires dont ils sont les habitants. Vous voulez protéger l'environnement? Des sauvageons arrivent, en sauvage d'autres nègres, détruisent tout. Tuent les peuples autochtones. Vous croyez que vous pouvez exterminer les peuples autochtones et la nature, Dieu vous laisse comme ça? Croyez que c'est possible? Vous savez, de quelle écologie parle-t-on? Vous voyez qu'à partir de la question Bidjan, c'est la question du capitalisme, même de l'écologie qu'on pose sur la table à nouveau frère d'un point de vue panafricaniste. Vous comprenez que ces voyous-là, ils ne comprennent rien à l'écologie. Allez voir aujourd'hui après le centre tout à fait. On met le béton partout. Les modes de vie autochtones qui constituent une alternative au mode de production capitaliste sont carrément exterminés. Or, qui sont les garants de ces modes de vie alternatifs? Ce sont les populations autochtones. Mais c'est trop grand pour eux, ils ne peuvent pas comprendre cette affaire. Et après ça, nous pleurons. Nous pleurons. Donc, vous voyez, pour terminer en disant que vous voyez très bien que aujourd'hui, les Bidjan sont organisés et on dit qu'ils sont des extrémistes, on ne peut pas parler avec eux. C'est faux. Vous voulez parler avec les gens, vous voulez demander de céder leur patrimoine pour 2 milliards par exemple. Alors que vous allez capitaliser ça dans des milliers de milliards. Oui. Et vous réduisez tout à de l'argent. Alors qu'il y a des arts de vivre, les blancs, comme disait Césaire, des arts de vivre, des cosmogonies extraordinaires, des relations profondes avec la nature, des sagesses d'une vitalité extraordinaire. Vous monétarisez tout, capitalisme. C'est de la sauvagerie, de la barbarie. Barbarie! Et c'est ce problème avec tous les différents gouvernements qui sont soutenus en Côte d'Ivoire. Non, prenez l'argent, donnez-nous vos terres. 2 milliards, donnez-nous vos terres. Pour le développement de la Côte d'Ivoire. Quel est le développement de la Côte d'Ivoire? Les qui sont là? Les Bolloré. Le budget national étrangère. Vous n'avez même pas besoin de monter des beaux amphithéotiques, d'intégrer les Bidjan dans les entreprises. Rien. Vous prenez l'argent et dégagez.
faut normalement ajouter qu'on réduise la géo-ethnie de la Côte d'Ivoire, la géopolitique de la Côte d'Ivoire à des tribus, par exemple, de l'Ouest, parlons comme ça. Les Djoula du Nord, parlons comme ça. Donc le terme Djoula, il est générique, hein, Djoula, le Nord, et les Baoulés. Des gens comme les Bidjans, et les autres 57 tribus qui tournent autour, cette galaxie, exclue. Mais pourtant, l'essentiel des richesses du pays ne vient pas de ces régions-là. Ils viennent d'Abidjan, au niveau des recettes fiscales, par exemple. On dit que près de 85% des recettes fiscales de la Côte d'Ivoire proviennent d'Abidjan. Alors, les Bidjans, ils ont évolué en passant. Abidjan vient d'Abidjan. Vous voyez, sur le trace historique. Oui. Le plat national ivoirien, la tchéquienne, c'est le plat traditionnel des Bidjans. Le nom Hébrier, ça vient d'où? Les Hébriers, parce que le nom des Bidjans sont les Hébriers. Il y a tellement de traces qui montrent cette antériorité de la présence Bidjan à Abidjan et en Côte d'Ivoire. Vous pouvez faire ça. C'est une injustice grave. Donc, ces gars-là, ils évoluent dans leur revendication. Ils ne sont pas tarés, ils ne sont pas fermés. Ils disent même qu'aujourd'hui, ok, nous, on ne peut accepter, par exemple, qu'on nomme un Bidjan à des hautes responsabilités dans les entreprises qui opèrent sur nos terres, par exemple. Oui. C'est trop demandé ça, Jocelyne Gosson. Quand ils disent que, ok, par exemple, il faut par exemple que les maires, les députés, sur les différents communes, hein, et circonscriptions électorales, qui composent ce qu'ils appellent le poumon de la Côte d'Ivoire, le poumon ivoirien. Je cite les noms. Cocody, Plateau, fameux Plateau, Makori, Trècheville, Koumassi, Port-Boué, Adjamé et Atekoubé. Tout ça, ce sont le patrimoine foncier des Bidjans. Ils vous disent que, mais ok, alors nous, pourquoi on est les députés? Quand on est des mairies, je sais, qu'est-ce qui est difficile à faire? Pourquoi? Parce que la France a décidé. Parce que le peuple s'y a refusé de se soumettre à travers son chef militaire suprême. À l'époque, comment il dit son nom? Goli Akanjo. Le chef militaire a dit, jamais on ne cède pas nos terres. La France avait réussi à corrompre les 6 quartiers parmi 7 gens. Mais comme il était le guerrier suprême, il a dit, niet. Les Français ont dit, nous n'allons jamais vous pardonner ça. Et les Bidjans seront exclus de tous les simples décisions de la Côte d'Ivoire. Vous êtes là, dans la fondation de la géopolitique interne de la Côte d'Ivoire. Elle est constituée d'abord contre les Bidjans. Et du coup, donc, on peut, dans la géoethnie française, pour déséquilibrer la présence démographique de ces colonies, on peut importer des gens partout d'ethnies, de peuples dociles, qui sont à vos frontières. Suivez mon regard, la question des Djoula, par exemple, Côte d'Ivoire. Hein? Et à l'intérieur du pays, on va créer une géoethnie, une géopolitique des ethnies telle que on va dresser contre vous toutes les autres ethnies dont les terres ne sont pas spoliées, ne font pas l'objet de la spoliation. Ils viennent contre vous. Et on crée une complexité géoethnique qui est une poudrière et qui rend le pays ingouvernable. Quand le pays est gouverné dans un tel contexte, il est gouverné sur les bases de l'iniquité, de l'injustice la plus absolue. Ils appellent ça le développement. Ils appellent ça la croissance économique. Un Burkinabé peut quitter son pays, il vient prospérer sur la Côte d'Ivoire, le pays, marié à une étrangère, donner les leçons aux Ivoiriens, donner les leçons aux Bidjans. Les derniers disent que non, vous avez vu le plateau, vous avez vu comment le pays est développé. Mais c'est sur la terre de qui? La base de ces richesses, elle est où? Le peuple qui en est dépositaire, vous l'effacez. De telles dynamiques économiques de Slingos peuvent triompher un temps, mais conduisent toujours à la ruine. La preuve, tous les présidents contre qui les Bidjans sont pressés, c'est tout mal terminé. Je vais pas donner les détails, à Côte d'Ivoire, les gens le savent. Tous les dirigeants, qui sont les voix les Bidjans, on fait des promesses, après les gens tournent le dos. C'est très mal terminé. Je prends l'exemple d'un Fodouani. Allez voir l'état de ses richesses aujourd'hui. Ah, ce que je dis là va choquer, mais c'est la vérité, hein. La vérité. Allez voir l'état de ses richesses. Comment les a-t-il acquises? Pendant que les Bidjans pleuraient, les Bidjans lui ont donné leur notion. Ils pleuraient, ils leur ont tourné le dos.
Il a commencé à les massacrer, arracher leur terre, leur patrimoine, faire des découpages territoriaux dans le but d'isoler les Bidjans. Vous voyez, on crée le découpage, on crée une loi, et la loi exclut les Bidjans de leur propriété. Des choses comme ça. On est supposé de voir que même les descendants de Fon n'arrivent pas à gérer tout ce qu'il a laissé. Hein? Madame Ouattara a pris une bonne partie, de Stengos, s'est partagé avec son mari, etc. Ça ne me réjouit pas. Mais c'est une interpellation pour dire faisons attention. C'est vrai pour la Côte d'Ivoire, c'est vrai pour le Cameroun, mon pays, le Cameroun. C'est vrai pour la plupart des pays africains. C'est vrai pour le monde entier. La situation des peuples autochtones est une injustice majeure. Et les conséquences vont retomber sur nous si on ne corrige pas cette injustice. Si cette injustice n'est pas corrigée en Côte d'Ivoire. Merci à vous, Président Badakani. C'est moi qui vous remercie. Et comme le déclarait un contemporain, pour croire le bien, un témoignage me suffit. Il m'en faut 100 pour croire le mal. Sur ce, mesdames, messieurs, je vous souhaite de passer une agréable journée.